Hey, salut tout le monde, comment ça... Ouais, non, ok, on va skipper cette question-là. Vous savez, chez Total Idiot, d'habitude, on essaie de s'éloigner un peu de l'actualité pour réfléchir plus largement sur des sujets qui ne font pas nécessairement la une en ce moment. Sauf que là, comment je vous dirais bien ça? Avez-vous écouté les nouvelles récemment? Donald Trump, depuis 2 minutes maintenant, est président des États-Unis avec tous les pouvoirs qui viennent avec. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. Canada and the United States, that would really be something. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Êtes-vous inquiet, fâché, confus, découragé, effrayé? Toutes ces réponses? C'est normal. C'est parce qu'en fait, bonne nouvelle, on est enfin arrivé à la fin du capitalisme! Wouhou! Yeah! OK, sauf qu'un instant, mauvaise nouvelle, l'histoire se répète. J'imagine que vous connaissez, vous aussi, cette citation de Karl Marx que tout le monde répète tout le temps. À chaque moment de l'histoire, quelqu'un, quelque part, est en train de répéter « L'histoire se répète ». Et donc, par conséquent, l'histoire se répète. Mais c'est seulement une partie de la citation complète qui est « L'histoire se répète d'abord comme une tragédie, ensuite comme une farce ». On est présentement dans la portion farce de la répétition, même si, un peu comme Martin Petit, c'est de moins en moins drôle. C'est un choix que j'ai fait! Parce que oui, le capitalisme est mort, mais c'est malheureusement pour faire place au technofascisme. Et là, je le sais, ça fait peur ce mot-là. Techno. Moi non plus, j'ai pas envie de danser toute la nuit, OK? Je peux pas. J'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que le fascisme est de retour. Et si le fascisme est de retour, c'est justement parce que l'histoire se répète. Mais ça, c'est une bonne nouvelle dans le fond. Parce que si l'histoire se répète, ça veut dire qu'on peut aller consulter l'histoire, apprendre de l'histoire et tirer des leçons de l'histoire. Et l'histoire en question, celle dont je vous parle depuis tantôt, c'est bien sûr celle de Final Fantasy III. Le 11 octobre 1994, c'est la date de sortie de Final Fantasy III. Final Fantasy III, do you have what it takes? La version américaine de Final Fantasy VI, un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, toutes catégories confondues. Pas à cause d'un révolutionnaire système de jeu, les manettes de Super Nintendo ont 6 boutons, même pas de joystick. C'est pas non plus à cause des graphiques. On est en 1994, tout est super pixelisé. Mais si le jeu est en 2D, la profondeur de Final Fantasy III réside dans son histoire. Dans le monde de Final Fantasy III aussi, l'histoire se répète. On est 1000 ans après une guerre des magiciens qui a dévasté le World of Balance, en français s'il vous plaît, le monde d'équilibre. C'est comme ça qu'on appelle la Terre dans la première partie du jeu. Cette Terre-là est divisée en 3 continents. Le premier, c'est l'Empire gestalien au sud. Conquis et subjugué par l'empereur Gestal, c'est le continent du pouvoir militaire, du capitalisme, de l'impérialisme. En gros, c'est l'Empire. Le deuxième continent, c'est le continent Est, le continent sauvage. C'est ce qu'il reste de non conquis et de non colonisés dans le monde d'équilibre. Et le dernier, c'est le continent Nord, le continent colonisé par l'Empire. C'est d'ailleurs là qu'on débute notre aventure dans la ville de Narshe, couverte par la neige. Le décor a une ambiance steampunk avec des trains, des guns, des machines à vapeur, en gros de la technologie qui ressemble à celle de notre deuxième révolution industrielle. En guise d'introduction, on rencontre Terra, une jeune femme de 18 ans avec des pouvoirs magiques. Pose pas de questions, tu vas tout comprendre tantôt. En ce moment, Terra est sous le contrôle de l'Empire gestalien grâce à une couronne sur sa tête qui l'empêche d'avoir des pensées conscientes.
Dans la première scène, on voit Terra et 2 soldats de l'Empire qui arrivent à Narsh, bien assis dans des armures Magitech. Ça, des armures Magitech, c'est des véhicules de guerre qu'on peut piloter comme des petits robots. Tu t'assois dedans, t'avances, puis tu tires des lasers. Donc, ils sont 3 soldats, bien assis dans leur Cybertruck, je veux dire Magitech, et ils cherchent quelque chose aux alentours de la ville. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mamé, mamé, mamé. Non, ils cherchent pas ta main, ils cherchent un Esper. Bon, c'est quoi ça, un Esper? Les Espers, ce sont des créatures magiques qui, après 1000 ans cachées dans leur monde, sont devenues l'objet de mythes et de légendes dans le nôtre. Presque tous les humains du monde d'équilibre sont certains que leur existence est fictive. Jusqu'à ce qu'une femme ordinaire, nommée Madeleine, trouve par hasard une brèche entre les 2 mondes. Et ce qui devait arriver arriva, et d'ailleurs j'y arrive, Madeleine tombe en amour avec un Esper nommé Maduin. Ensemble, ils vont avoir un bébé, une petite fille à qui ils vont donner le nom de Terra. Tout ça est super jusqu'à ce que l'Empire découvre à son tour cette brèche entre les 2 mondes et envahisse celui des Espers pour voler leurs ressources et les drainer de leur pouvoir. Ça s'appelle du capitalisme. Mais quand l'Empire se radicalise et décide d'utiliser ce pouvoir pour alimenter une technologie meurtrière et asservir le monde entier, ça devient du technofascisme. Le 27 janvier dernier, le professeur, chercheur et auteur Jonathan Durand-Folco a publié un texte d'opinion dans Le Devoir intitulé « Bienvenue à l'ère du technofascisme ». Son dernier ouvrage, coécrit avec Jonathan Martineau, « Le capital algorithmique, accumulation, pouvoir et résistance à l'ère de l'intelligence artificielle », s'intéresse aux transformations du capitalisme à l'ère des techno-milliardaires. 2 ans plus tard, Jonathan parle maintenant de technofascisme. Je l'ai appelé pour qu'on en jase un peu ensemble. Le mot fascisme est historiquement très lourd, chargé. Ils sont utilisés pour disqualifier différentes personnes qui ne pensent pas comme nous. Donc, il ne faut pas l'utiliser, je dirais, à tout vent, comme une pure insulte ou quelque chose qu'on envoie comme ça sans qu'il y ait de raison précise derrière. Donc, il y a ça d'une part. Le fascisme, historiquement, en fait, puis là, ça prendrait du temps à expliquer tout ça, mais c'est évidemment associé à une certaine époque de l'histoire, 20e siècle, Mussolini, Hitler, mais aussi dans plein d'autres pays à travers le monde, aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Pologne, Autriche et compagnie. On a eu plein de mouvements qui se réclamaient en fait soit du fascisme, de ce qu'on appelle aujourd'hui des courants d'extrême droite, même s'ils n'ont pas pris de pouvoir. Donc, il faut voir en fait dans toute cette nébuleuse-là, au-delà peut-être de la figure de Hitler et de Mussolini, c'est quoi les traits, en fait, qu'on peut identifier par rapport à ça? Puis là, en fait, il n'y a pas de pur consensus dans la littérature scientifique, parmi les historiens, les sociologues, politologues, sur ce que ça veut dire, mais il y a quand même, en fait, je dirais, des points de convergence. Puis les 3 points de convergence qui reviennent le plus souvent, d'une part, il y a l'idée, en fait, toute la dimension, en fait, d'une soumission à une autorité supérieure, une adhésion qu'il faut avoir un chef, une forme d'homme fort qui va rétablir une situation en temps de crise, puis une propension à se soumettre à une autorité supérieure. Donc, ça, c'est un des premiers traits qu'on trouve. Deuxième trait aussi qu'on voit, il y a souvent une vision exacerbée de l'appartenance nationale qui est vue comme une forme de protection, refuge pour se protéger contre différents ennemis, ennemis de l'intérieur ou des ennemis qui viendraient nous envahir directement. Donc, c'est pas nécessairement le fait d'aimer son propre pays, d'être nationaliste qui pose problème, parce qu'il y a plein de formes de travers l'histoire au Québec, Canada, tout ça, on peut être patriote puis aimer son pays. Mais le problème, c'est lorsque cette forme de patriotisme devient à tel point amplifié qu'il devient hostile à toute forme de minorité, de immigrants, de personnes qui ne penseraient pas comme nous, qui sont vus comme des traîtres à la nation, qu'il faudrait en quelque sorte réprimer, expulser, déporter, criminaliser, mettre en prison et ainsi de suite. Donc, c'est comme un peu cette radicalisation-là qu'on peut voir. Et le nationalisme aussi ne va pas être vu comme étant une grande entité auquel tout le monde peut appartenir. C'est souvent vu comme étant ceux qui sont nés sur un territoire précis, ce qu'on appelle parfois une forme de ethno-nationalisme ou une vision en fait que c'est juste uniquement les ancêtres d'une certaine couleur, d'une certaine appartenance culturelle qui appartiennent à la nation et ceux qui ne correspondraient pas à cette liste de critères-là en seraient exclus. Donc ça, c'est un autre truc. Troisième grande dimension, puis là, il y en a d'autres aussi, mais c'est la troisième principale qui revient. Il y a aussi une hostilité à la démocratie. Puis là, quand on parle de ça,
il y a 2 courants, en fait, qu'on voit parmi les courants d'extrême droite. Il y a ce qu'on appelle, en fait, les courants les plus extrémistes, qui est un peu les courants qui rejettent toute forme d'institution du système représentatif, parlementaire, compagnie. Puis dans ça, on peut mettre des groupuscules, comme au Québec, il y avait La Meute, Atalante, des groupes en fait, qui sont vraiment soit des néo-nazis, des suprémacistes blancs et tout. Du côté des États-Unis, il y en a plein aussi, les Proud Boys, entre autres parmi les gens qui ont fait cette insurrection du mois de janvier 2021. Donc, il y avait des gens, en fait, dans ce courant des milices d'extrême droite qui étaient présents. Donc ça, c'est un des sous-courants qui sont, d'une certaine façon, en une forme d'opposition complète au système démocratique. Et tu as un autre courant qui est davantage plus proche de Trump, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Viktor Orban, et les courants d'extrême droite plus institutionnalisés. C'est les courants qui vont jouer le jeu parlementaire électoral. Ils vont essayer en quelque sorte de se faire élire et d'attirer un large auditoire. Mais une fois au pouvoir, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en quelque sorte remettre en question la séparation des pouvoirs, qui vont remettre en question différentes composantes de ce qu'on appelle en fait l'État de droit, la Constitution, la protection des minorités, de la liberté de presse et ainsi de suite. Puis ils vont mettre en place un régime qui a un pied dans la démocratie représentative, mais un pied dans le système autoritaire aussi. Puis ces différents courants-là, dans le passé, puis même encore aujourd'hui, on les associe davantage à des formes, on dit des fois, de populisme autoritaire, populisme conservateur, populisme radical d'extrême droite. Et là, il y a différentes appellations possibles. Et pour ce qui est de Trump, notamment, et sa nouvelle administration, il rentre vraiment dans cette deuxième catégorie-là. Donc, c'est ça. Puis, dans le tout premier mandat de Trump, il y avait des gens qui, déjà à l'époque, disaient ben, Donald Trump, c'est un homme d'extrême droite, c'est un fasciste, et ainsi de suite. Et je dirais que c'était une position qui était plutôt minoritaire. La plupart des gens disaient ben non, il est pas. Oui, il est un peu démagogue, il est populiste, on appelle, il y a un côté anti-système, mais on ne peut pas le qualifier de ça. Et après le coup d'État raté, cette insurrection du janvier 2021, il y a beaucoup de gens qui se sont retournés contre lui, puis qui ont dit en fait, là, Trump, le fait qu'il nie le résultat des élections, qu'on appelle à l'insurrection, le fait en fait qu'il radicalise son discours, qu'il y a une forme de volonté de se venger de ses différents ennemis qui l'ont soit persécuté ou mis en procès et ainsi de suite. Puis avec le nouveau programme qu'il a mis en place en disant qu'il va vouloir déporter des dizaines de millions d'immigrants, là, ils viennent franchir une ligne rouge. Puis là, de plus en plus de gens ils disent oui, il fait partie des courants d'extrême droite, des courants néo-fascistes. Puis même ce mot-là est très lourd dans l'histoire. Maintenant, il faut commencer à l'utiliser pour vraiment décrire ce qui est en train d'arriver. Donc, moi, je suis un peu de cette branche-là en disant qu'il faut appeler un chat un chat. À l'époque du premier mandat de Trump, c'était pas le cas, mais le deuxième mandat, puis ce qu'on vient de voir dans les toutes dernières semaines, on voit que Trump est en train de cocher tous les critères des courants d'extrême droite, néo-fascistes et autres. Donc, le fascisme, on le reconnaît dans 3 points de convergence majeurs. La soumission à l'autorité. When somebody's the president of the United States, the authority is total. And that's the way it's got to be. Now this is power. Now nothing can stop me. L'appartenance nationale et plus particulièrement la démonisation de l'étranger. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Grab them! Riches to any man who captures an Esper. Go! Et troisièmement, l'hostilité à la démocratie. Get out, you gotta get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not gonna have to vote. We will conquer the world with our newfound power. Nothing can stand in our way. C'est presque impossible de savoir qui est qui entre l'empereur Gestalt et Trump dans ce jeu de citations. Essayer à la maison avec les enfants, c'est comme la fureur, mais allemand. D'ailleurs, profitons de l'occasion pour découvrir un peu l'empereur Gestalt, un des antagonistes majeurs dans l'histoire de Final Fantasy III. Alors, j'ai sa fiche ici devant moi. Musique. Gestalt, humain, homme, 50 ans, 5 pieds 8, Short King, 156 livres et son groupe sanguin est le B.
Profession empereur, son passe-temps préféré, collectionner des peintures. Il aime la puissance, il déteste obéir aux autres et son signe du zodiaque est le scorpion. On nous le présente comme un vieil homme, je sais j'ai dit qu'il avait 50 ans, mais dans le jeu il est dessiné comme un vieil homme. Un petit monsieur, cheveux blancs, barbe blanche, petit chapeau, habillé de riches tissus. Un empereur finalement, qui adore la puissance et déteste obéir aux autres. On dit aussi que c'est un orateur charismatique et un menteur accompli. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un? Ah oui? Qui vous dites? Absolument tous les empereurs de toutes les histoires de tous les temps? C'est vrai. Faudrait checker ça à un moment donné, c'est comme si le pouvoir corrompt ou quelque chose de même. L'empereur Gestal, il n'est pas fondamentalement méchant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne se lève pas le matin avec l'idée spécifique de faire souffrir des gens. Par contre, comme tous les empereurs, il ne pense qu'à lui, il accepte sa puissance comme étant l'ordre naturel des choses et il va désigner comme terroriste toute personne qui ose s'y opposer. Essentiellement, il représente le pouvoir qui corrompt absolument. Après tout, c'est un empereur. Dans notre histoire à nous, l'empereur, c'est bien sûr Donald Trump. C'est un vieil homme qui adore la puissance et qui déteste obéir aux autres. Son passe-temps préféré, c'est le golf et son signe astrologique, c'est le Gémeaux. Je n'ai pas réussi à trouver son groupe sanguin, mais par contre, je suis maintenant sur une liste de la CIA. Donald Trump est redevenu le président des États-Unis pour une deuxième fois et depuis son entrée en poste le 16 janvier dernier, il y a comme quelque chose de différent. On le sent. Mais c'est quoi exactement? The golden age of America begins right now. Ah, c'est ça! C'est le début de l'âge d'or de l'Amérique. Et tous les oligarques sont venus danser avec nous. Wow! Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Donald Trump. Qu'est-ce que tous ces hommes ont en commun? Et oui, vous l'aurez deviné, ils ont tous participé au Ice Bucket Challenge. All right, here we go. That was really cold. The Ice Bucket Challenge. Let's go, ladies. What a mess. Et aussi, ils sont tous multimilliardaires. Dans cette équation que j'appelle techno-fasciste, l'aspect techno, c'est quoi? C'est le rôle très précis, particulier, inédit que joue toute cette oligarchie d'élite de la Silicon Valley, du milieu de l'industrie numérique, des géants du web, dont Elon Musk, mais il n'est pas le seul à avoir maintenant une prise directe sur la Maison-Blanche, sur des ministères clés de l'administration américaine qui étaient présents lors de la cérémonie d'assermentation de Trump. On a vu les Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et autres, qui étaient autrefois en fait des gens qui étaient soit éloignés de Trump, même parfois hostiles. Et on se rappelle aussi que dans le passé, à l'époque, avec Donald Trump qui était extrêmement virulent, puis il amenait plein de discours, de propos controversés sur les réseaux sociaux, il s'est fait en quelque sorte exclure, banni de Twitter à l'époque, qui a été par la suite acheté par Musk et renommé X. Sur Facebook, il avait été mis de côté aussi suite à cet attentat raté de janvier 2021. Et puis là, on voit que Mark Zuckerberg lui-même, qui était plutôt dans la frange, on pourrait dire libéral, centriste de la Silicon Valley, faire un virage à 180 degrés pour plaire maintenant à Trump. Et en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que les élites de la Silicon Valley, qui étaient extrêmement puissantes bien avant l'arrivée de Trump au pouvoir, ça fait environ une quinzaine d'années que moi et mon co-auteur, on dit qu'il y a une certaine transformation de notre système socio-économique où le rôle des grandes plateformes numériques, l'extraction des données personnelles, la publicité ciblée, puis aussi l'utilisation de toutes ces données humaines qui servent à entraîner des systèmes d'intelligence artificielle, ça en fait, ça met en place une nouvelle forme de configuration de notre système socio-économique dans lequel les géants du numérique, c'est vraiment les plus grandes entreprises au monde. Donc, il y avait déjà cette oligarchie technologique qui était déjà extrêmement puissante aux États-Unis, mais qui gardait, je dirais, une certaine distance vis-à-vis des institutions américaines au niveau du gouvernement et autres. Il y avait une grande influence, je pourrais dire, indirecte peut-être, sous forme soit de lobbying pour pas qu'il y ait trop d'encadrement réglementaire, soit par leur hégémonie, parce que beaucoup de personnes au pouvoir, en fait, aimaient les géants du numérique parce qu'ils étaient capables d'amener de la prospérité, de croissance, de la visibilité et autre chose.
Mais ce qui s'est passé, c'est comme un virage hyper conservateur parmi plusieurs figures clés de la Silicon Valley qui se sont retournées contre Joe Biden notamment, entre autres parce que Joe Biden, l'ancien président américain, a voulu réglementer l'industrie numérique, encadrer l'intelligence artificielle. Mhm. Il a mis des taxes sur les hautes fortunes notamment, puis on sait que ces gens-là, c'est la plupart des milliardaires, parmi les hommes les plus riches au monde. Et là, ils se sont dit, ben là, il faudrait peut-être appuyer quelqu'un qui va en quelque sorte servir nos propres intérêts. Après un retour fracassant à la présidence, celui qu'on appelle le MAGA King s'est mis au travail. Et par travail, je veux dire, il a signé son nom sur plein de papiers. President Donald Trump, sworn into office and signs the most executive orders ever by a president on day one. 10 of them focus on immigration. Today, I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. Le plus de décrets signés une première journée de présidence ever, c'est dans le livre des records Goebbels. En 2025, à date, Trump a signé 76 décrets. C'est évidemment beaucoup. Bon, évidemment, il n'y a pas juste le nombre, il y a aussi la nature des décrets. Un décret en soi, c'est pas négatif. Il n'y a absolument rien qui empêche le président des États-Unis de signer 76 décrets pour nationaliser toutes les saveurs de crème glacée. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ah! Ah! Mais étrangement, Donald Trump n'a rien fait pour la crème glacée et a plutôt choisi l'immigration. Trump is declaring a national emergency at the border and is sending U.S. troops to the U.S.-Mexico border. L'économie. I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. La géographie. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Sans oublier les woke. He's also issuing a federal mandate that there are only two sexes, male and female. Et ce n'est pas tout. Voici quelques extraits de ce que le nouveau président de la plus grosse puissance militaire au monde a accompli en seulement quelques semaines. À peine intronisé, le président américain Donald Trump a paraphé ce lundi un décret visant à retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Well, we need Greenland for national security purposes. The United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. I think it would be good for all of the countries of the current G7. I think the G8 would be better. I think having Russia back in would be a positive thing. Le président américain Donald Trump veut prendre le contrôle de la bande de Gaza et transférer tous les Palestiniens vers des pays voisins. The Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China! Devant cette riposte, le président menace d'augmenter encore plus ses tarifs. Les premiers ministres des provinces promettent quand même une réplique mordante. You get rid of that artificially drawn line and you take a look at what that looks like. And it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. Tout ça, c'est assez rock'n'roll. Et vous pouvez le constater par vous-même, ça se passe très, très vite. Et c'est pas un hasard si ça se passe vite. En fait, c'est une stratégie. Du côté du sud de la frontière, du côté des États-Unis, au Canada notamment, à cause des tarifs douaniers, menaces d'annexion, avec tout ce qui se passe en ce moment, beaucoup de gens dans la population se sentent en quelque sorte impuissants, sidérés, un peu sous le choc, un effet de stupeur. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Un sentiment d'irréalité, un peu comme si ce qui se passait était une forme de cauchemar ou de mauvais rêve. On a eu peut-être cette impression-là pendant la pandémie de COVID-19, qui a été en fait une grosse crise, qui a remis en question nos modes de vie et ainsi de suite. Là, on n'est pas dans le même état d'esprit qu'au début de la COVID non plus, mais il y a quand même cet état de choc. Je pense en fait que ça révèle en quelque sorte qu'il y a quelque chose d'étrange, de nouveau, d'inquiétant qui est en train d'arriver. Puis je pense que c'est pas une pure hallucination collective. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant qui vient de prendre place et on ne mesure pas encore l'ampleur de ce qui va arriver. Ces hommes d'affaires notamment, ces milliardaires, Donald Trump, ils sont dans une logique que pour instaurer leur pouvoir, il faut qu'ils soient capables de déstabiliser la société, l'économie dans son ensemble. Donc c'est vraiment ce qu'à l'époque, Naomi Klein appelait la stratégie du choc. On met une série de décrets partout, on va perturber l'économie, on va dire qu'on va avoir des tarifs douaniers de X nombre, on recule, on avance, on met des décrets contre d'autres personnes, on met de l'avant d'autres propositions. C'est vraiment une stratégie, en fait, de créer le trouble, le chaos, de déstabiliser les différents adversaires
Et ça, en fait, c'est une stratégie qui avait été même amenée à l'époque du premier mandat de Trump par Steve Bannon, qui disait en fait, pour être capable d'échapper au pouvoir des médias, ils sont habituellement juste capables de mettre en fait leur accent, leur attention sur un truc à la fois. Donc, ils disaient ce qu'il faut faire, c'est flotte de zones. En fait, il faut inonder, en quelque sorte, les médias, les décrets, les instances gouvernementales, tirer dans toutes les directions, créer le chaos, et c'est en brisant la société qu'on va la reconstruire par la suite. Le choc. C'est un peu ça que tout le monde ressent en ce moment. On n'arrive pas à mesurer l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Ça donne l'impression de regarder des enfants sur le Red Bull embarrés dans une pièce avec des guns de paintball. Ça tire dans tous les sens et ça nous paraît impossible d'en dégager une quelconque logique. Par chance pour nous, tout ce plan est parfaitement détaillé dans les 900 pages du projet 2025. This is a great group, and they're going to lay the groundwork and detail plans for exactly what our movement will do and what your movement will do when the American people give us a colossal mandate to save America, and that's coming. Le projet 2025 a été élaboré par un think tank de droite qui s'appelle Heritage Foundation. Il a été coécrit par des dizaines, centaines de personnes qui ont contribué à ce document-là. Ça a été mis en ligne, comme tu dis, c'est accessible publiquement, c'est pas un document secret, c'est pas une pure conspiration, mais quoique c'est un plan de match de plusieurs élites qui se mettent ensemble pour dire comment on va prendre le pouvoir. Mais ça a été diffusé avant. Puis, en fait, ils sont en train actuellement, en fait, à la fois parmi des conseillers de Trump, parmi des gens que Trump a nommés dans des postes clés de sa nouvelle administration, il y a des gens qui ont été partie prenante essentielle au cœur de ce projet 2025. Donc, le projet 2025 est déjà en train d'être actualisé à l'heure actuelle. Et puis, l'organisation qui a mis ça de l'avant, comme je l'ai dit, la Heritage Foundation, c'est un think tank de droite. Ils se sont dit, on va mettre un plan de match, on va dire quelles sont les lois, les décrets, comment on peut opérationnaliser une prise du pouvoir. Puis, ce groupe-là fait lui-même partie d'un réseau mondial qui s'appelle le réseau Atlas, qui est un réseau, en fait, de groupes de droite libertarienne, radicale, hyper conservatrice, et qui ont, en quelque sorte, différentes antennes dans des pays européens, Canada, dans des pays du Sud global ou ainsi de suite. C'est un réseau international, en fait, de gens de ultra-droite qui veulent prendre le pouvoir à différents endroits. Et donc, ça fait partie d'un plan non seulement pour changer les institutions de l'État américain, mais c'est aussi en lien puis des synergies, puis ils s'inspirent de ce qui se fait ailleurs dans le monde et ils sont en train aussi d'outiller et de armer en quelque sorte d'autres groupes de droite ailleurs dans le monde pour appliquer des plans semblables par la suite aussi. Alors laissez-moi vous résumer les idées de la Heritage Foundation. Démolir les services publics, privatiser les biens publics, centraliser le pouvoir politique, le licenciement de fonctionnaires, éliminer les contraintes qui pèsent sur les entreprises et les oligarques, détruire les réglementations qui protègent les travailleurs, les personnes vulnérables et le monde vivant, soutenir les propriétaires contre les locataires, criminaliser les manifestations pacifiques et restreindre le droit de grève. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, effectivement, ça ressemble beaucoup au programme de tout le monde! Incluant Donald, bien sûr, qui semble le suivre à la lettre. Mais on ne se comptera pas de menterie, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui ressemblent au programme de Biden, au programme de Trudeau, au programme de Poilievre et même au programme de François Legault. Oui, bonjour tout le monde. Dois-je vous rappeler qu'il y a seulement quelques jours, son ministre du Travail, Jean Boulet, a déposé un projet de loi pour restreindre le droit de grève des travailleurs québécois? Jean Boulet? Non, Jean Boulet plus. La seule réelle différence entre les politiciens, tout axe politique confondu, c'est la vitesse avec laquelle ils déploient ces programmes-là et le niveau de violence qu'ils acceptent d'imposer pour les maintenir. Les démocrates, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Trump, depuis très longtemps, ne joue pas dans le jeu habituel de la démocratie représentative libérale. Il n'est pas dans la discussion, dans l'argumentation basée sur les faits. Il raconte des histoires, il tire dans tous les sens, il dit une chose et son contraire. Il va insulter ses propres adversaires, avoir des propos haineux et autres. Et lorsque les démocrates, par exemple, Joe Biden est arrivé, puis là, on a vu ces images-là à la télévision, assurer un transfert du pouvoir, en fait, entièrement doux, pacifique. Là, on a vu que les démocrates, eux, jouent le jeu du pouvoir institutionnel. Donc, ils ont donné les clés de la Maison-Blanche à Trump, qui avait gagné les élections cette fois-ci, mais c'est comme si ça se faisait comme un transfert tout doux, tout naturel, spontané. Et là, je pense que les démocrates, en fait, qui ont été très longtemps dans le respect des institutions, se sont dit, mais Trump ne va pas
renverser les institutions, il va quand même rester dans un ordre, il va respecter la Constitution, on est quand même aux États-Unis. Et je pense qu'il n'envisageait pas qu'il allait se revirer aussi vite et qu'il allait appliquer vraiment son programme autoritaire. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Puis que le Canada actuellement devrait avoir peur des États-Unis ou s'inquiéter un peu de ce qui se passe. Au début, je dirais, il y a un mois ou deux, de mon côté, je me dis, bon, c'est des blagues un peu étranges, cette idée de annexer le Canada, 51e État et autres. C'est un peu le genre d'idée farfelue que Trump amène pour faire des blagues un peu de mauvais goût. Mais là, ce qu'on voit, puis dans son entourage, et les récentes déclarations de Justin Trudeau et autres, c'est que Trump ne blague pas vraiment, en fait. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il veut, d'une manière ou d'une autre, essayer d'assujettir le Canada d'un point de vue économique et essayer de prendre possession de ressources naturelles sur le territoire, comme le Groenland notamment. Il veut assurer peut-être une sécurité au niveau de la frontière arctique vis-à-vis des Russes, du côté de la Chine et autre chose. Mais là, on ne sait pas à quel point est-ce qu'il va faire comme Hitler, par exemple, avec la Pologne, un siècle de ça, avec la Pologne, il va envahir militairement la chose. Est-ce qu'il va faire un peu comme ce qui était le cas avec l'Autriche, faire certaines pressions au sein du Canada pour essayer de faire en sorte qu'il place des gens qui seraient d'accord avec Trump et juste dans un deuxième temps, annexer de force? Est-ce qu'il va y avoir un scénario différent? Ça, on ne sait pas encore, mais on sait que Trump ne considère plus en fait le Canada comme un genre de pays ami ou allié. Il nous voit comme une forme d'ennemi ou de pays un peu risible qui pourrait simplement décider de reprendre en main. Avec Trump, on est dans la vitesse et la violence grand V. C'est l'accélérationnisme. Depuis 30 ans, nos mythiques démocraties sont toutes engagées dans le même projet d'austérité néolibérale, de destruction des services publics et de l'environnement au profit des entreprises privées et des oligarques. Et ça, c'est pas une conspiration en passant. Juste à regarder les chiffres, ça saute aux yeux. Les plus grandes fortunes ont décuplé pendant que le pouvoir d'achat de tout le monde disparaissait, qu'on rendait les services publics inefficaces et qu'on ouvrait la porte à la privatisation. Et pour justifier le pillage de tout cet argent public par le privé, on utilise la technique suivante. On nous dit que c'est la faute des pauvres, ce qui est la chose la plus stupide que je n'ai jamais entendue. C'est aussi bien sûr de la faute des immigrants, des woke et de l'agenda LGBTQ l'alphabet LOL. We had so much wealth. Wouldn't it be nice today? Of course, now we give it away to transgender this, transgender that. Everybody gets a transgender operation. It's just wonderful. Bien sûr, tout notre argent a été investi dans les personnes trans selon le milliardaire plein d'argent qui nous explique où est passé notre argent. Ici Michel Dumont. Bienvenue à Dossier Mystère. Pendant ce temps-là, nous, on se retrouve dans une drôle de situation, coincés entre deux supposés adversaires, le capitaliste sauvage et le technofasciste, qui tout un chacun n'ont aucun problème à nous manger, mais ne s'entendent pas tout à fait sur la température idéale du four pour nous faire cuire. Le capitalisme préfère les braiser, tandis que le fasciste est plus du genre barbecue, directement sur la flamme. C'est dans ces moments-là que c'est important de se rappeler que l'ennemi de notre ennemi n'est pas nécessairement notre ami. Si tu regardes un hippopotame se battre contre un requin, il y a des bonnes chances que peu importe l'issue du combat, le gagnant te mange la face après. Même si tu as voté pour lui et que tu portes sa casquette. L'empereur Trump, il n'est pas fondamentalement méchant. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas qu'il se lève le matin avec l'idée spécifique de faire souffrir les gens. Par contre, comme tous les empereurs, il ne pense qu'à lui, il accepte sa puissance comme étant l'ordre naturel des choses et il va désigner comme terroriste toute personne qui s'y oppose. The president chose to assign responsibility for the violence that broke out in the past 24 hours, singling out the predominantly left-wing anti-fascist movement known as Antifa. The United States, he tweeted, will be designated Antifa as a terrorist organization. Oh, et en passant, scoop, il y a une seule raison d'être terrorisé par les antifascistes, c'est d'être fasciste. Trump, c'est le pouvoir qui corrompt absolument. Après tout, c'est un empereur. Dans l'histoire de Final Fantasy III, il y a deux personnages qui gravitent autour du pouvoir, les conseillers de l'empereur Gestahl. Le premier, c'est le général Léo Christophe. Général Léo, humain, homme, 30 ans, 6 pieds 2, 185 livres, beau bonhomme, profession général des armées gestaliennes, passe-temps préféré, apprécier la musique, il aime la chevalerie et il déteste les actes lâches.
c'est bien sûr un cancer. He was the best guy around. What about the people he murdered? What murder? Donc le général Léo, c'est le bras gauche de l'empereur Gestal. On nous le présente comme un joli blond musclé qui apprécie la musique et déteste les actes lâches. What a dream! Je sais, c'est facile d'être mystifié par un personnage qui fait preuve de moralité à l'intérieur d'un système immoral. La gauche politique se présente toujours à nous, coiffée de belles valeurs et de bonnes intentions. Elle a le cœur à la bonne place, comprenez-vous? Mais surprise, elle travaille aussi pour l'Empire. Son utilité principale au projet fasciste, préserver l'illusion de la décence. Un peu comme Joe Biden, par exemple, qui se présente comme un homme honorable, mais qui finance un génocide. Ou Barack Obama, qui dit « Yes, we can » avant de faire exploser la moitié du Moyen-Orient avec des drones et d'effectuer un sauvetage financier des banques après le crash de 2008. Des collabos. La décence, pour l'Empire, ça représente surtout la capacité d'être moins fasciste à la maison. Mais si on doit envoyer notre armée dans des pays pauvres pour piller leurs ressources et faire travailler leurs enfants, c'est un mal nécessaire à la réussite de notre grand projet capitaliste. Sinon, comment on pourrait continuer à avoir accès à des produits de consommation à bas prix? La réponse est simple, il faudrait abandonner l'idée d'accumulation du capital, c'est-à-dire les grandes fortunes. Mais ça, c'est pas possible dans le capitalisme. C'est le but du jeu, accumuler du capital. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais capital, c'est les 7 premières lettres de capitalisme. Ça m'a fait plaisir. Et pour accumuler du capital, il faut voler de la plus-value quelque part dans la chaîne de production. Soit la ressource naturelle, soit le travailleur, soit le consommateur, soit l'argent public. Si tu réussis à faire les 4 en même temps, félicitations, t'es une pétrolière. Mais voler le peuple à l'intérieur de l'Empire, c'est plus touché. Il faut faire attention. C'est beaucoup plus facile de faire ça en périphérie de l'Empire, ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres mondes, dans le monde des espères, par exemple. Après tout, les espères, ils sont pas comme nous. Ils nous font peur un peu. Ça serait peut-être mieux de mobiliser notre complexe militaro-industriel pour aller les obliger à devenir une démocratie. On a été peut-être, du côté des pays occidentaux, un peu trop sur le mode c'est peut-être pas si mal, on vit quand même dans une démocratie libérale, ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est peut-être pas si grave. On s'est un peu fermé les yeux sur des choses horribles qui arrivaient déjà avant. Puis ça me fait penser, en fait, à un discours de Aimé Césaire qui avait écrit à l'époque, le discours sur le colonialisme, où il disait que maintenant, l'arrivée de Hitler au pouvoir en Europe, ça a été vu comme quelque chose d'impensable, d'incroyable, comme une forme de horreur de l'humanité, une excroissance, quelque chose de hallucinant. Mais il a dit en fait ce que Hitler a mis en place, c'était ce que les pays européens faisaient vivre à différents pays colonisés au sud. Mm-hmm. Et là, ce qu'on a pu voir, c'est un retour, en fait, un genre de retour du boomerang, où ce qu'on a fait subir à d'autres populations ailleurs dans le monde, qu'on considérait comme étant moins important, inférieur ou autre, qu'on pouvait exploiter à notre guise. Maintenant que ça revient vers nous, qu'on l'a en pleine face, cette forme de vision brutale, autoritaire, là, on est scandalisé, on se dit, mais pourquoi ça arrive ici? C'est impensable. Mais en fait, c'est que maintenant, on s'en rend compte parce qu'on le vit nous-mêmes, où, en fait, cette forme de brutalité, de violence, que nos propres gouvernements ont été complices à différents degrés, se retournent contre nous. Puis là, on se dit, mon Dieu, pourquoi ça nous arrive? En gros, ce qu'on appelle le fascisme chez nous, on appelle ça le commerce à l'international. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris à normaliser grâce, entre autres, à des hommes honorables comme le général Léo. Well, fuck that guy. Yeah, fuck that guy. D'ailleurs, le général Léo, il meurt plus tard dans l'histoire, à peu près en même temps que l'idée farfelue d'un empire honorable. Complètement de l'autre côté du spectre politique gestalien, on a le bras droit de l'empereur Gestal, un dénommé Kefka Palazzo. 35 ans, 5 pieds 6, 105 livres. Profession mage de la cour, passe-temps préféré jouer avec des poupées. Il aime les miroirs et il déteste le général Léo. Quelqu'un a déjà dit « Les grands menteurs sont aussi de grands magiciens ». Et cette personne, c'est Adolf Hitler. Kefka est peut-être un magicien, mais c'est aussi un fasciste. Bon, pourquoi Kefka est fasciste? Ça, c'est une grande question et c'est aussi un tout autre épisode. C'est une psychanalyse. On sait pas tout. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que Kefka a été le premier chevalier Magitech. C'est sur lui qu'on a expérimenté cette nouvelle technologie et on soupçonne qu'à cause de ça, il est devenu complètement fou. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il rit quand les gens ordinaires souffrent, et ça, c'est toujours une bonne façon de reconnaître un fasciste. Dès le début du jeu, on s'aperçoit que Kefka est plus vicieux que les autres méchants. À un moment donné, il empoisonne l'eau d'une ville assiégée par l'Empire, juste pour le fun. Do it!
take them all out. Je vous dis que le général Léo t'es pas content de ça. Et là là! Lui voulait faire un siège honorable. Mais Kefka, lui, il n'en a rien à branler de l'honneur. Et dans un sens, il faut lui donner raison sur une chose, cet honneur-là est complètement performatif. On n'assiège pas les villes honorablement, la guerre propre, ça n'existe pas et il n'y a pas d'empire bienveillant. C'est peut-être bien la seule chose sur laquelle on s'entend avec les fascistes. Malheureusement, même quand Kefka dit la vérité, c'est pour mieux mentir. Il veut pas nous libérer de la tyrannie du général Léo. Il veut prendre sa place et faire pire. Bon, évidemment, nous, dans notre réalité, à la cour de Donald Trump, il n'y a pas de magicien avec un nom bizarre qui serait devenu complètement fou à cause de la technologie et qui fait des saluts nazis à la foule en riant comme un super vilain. Ah oui, c'est vrai, il y a Elon Musk. I am become meme. Yeah, pretty much. Mais qu'est-ce qui se passe avec Elon Musk? Ce qu'on voit, c'est une radicalisation des élites de la Silicon Valley, dont la figure la plus forte puis la plus présente et omniprésente à la Maison-Blanche, c'est Elon Musk. Et Elon Musk, dans les 2 dernières années, on a pu voir un virage non seulement à droite, mais même proche, en fait, des courants de l'alt-right, donc la droite alternative, avec ses propos, les messages qu'il publie, partage, de groupuscules vraiment hyper extrémistes sur sa plateforme X. Et on peut voir que Musk s'identifie lui-même avec sa casquette noire, avec le mouvement Darth MAGA, qui est le mouvement, en fait, la frange la plus à droite du mouvement de Trump. Et ce qui est inquiétant, en fait, c'est que les gens qui sont autour, Mark Andreessen, qui est un autre investisseur assez puissant dans la Silicon Valley notamment, qui écrit différents manifestes, qui disent que maintenant, notre principal ennemi, c'est les woke, c'est ceux qui veulent encadrer l'intelligence artificielle, c'est le développement durable. Il faut avoir une forme d'innovation technologique accélérée, sans aucune barrière. Il faut financer l'industrie militaire. Et là, il cite des gens tant dans les courants libertariens, des courants néolibéraux, donc qui veulent un genre d'économie libérée du pouvoir du gouvernement, mais qui citent aussi d'autres auteurs, dont Marinetti, qui est un futuriste italien du début du 20e siècle, qui à l'époque avait appuyé Mussolini directement. Donc ces gens-là se mettent en quelque sorte à avoir une droite de plus en plus décomplexée et ils viennent à prendre le pouvoir de la Maison-Blanche et à vouloir en quelque sorte même introduire des systèmes d'intelligence artificielle dans la bureaucratie. Mm-hmm. Et ils sont en train de prendre contrôle directement de ministères à différents endroits. Et là, pour moi, ce qui fait peur, c'est qu'avant, cette oligarchie numérique existait. Tu sais, les grands de la Silicon Valley, ces milliardaires, avaient une influence, mais il y avait une forme de pouvoir indirect sur ce qui se passait au niveau des différentes institutions. Et là, maintenant, il y a un contrôle direct sur les grandes institutions américaines. Ils vont très vite, ils posent plein de décrets différents. Et l'idéologie qui est derrière tout ça, il y en a plusieurs, mais eux autres, ils ne croient pas en la démocratie. Ils ne veulent pas qu'il y ait des formes de contre-pouvoir, une discussion, négociation. Ils veulent que ce soit des CEO, des chefs qui dirigent le gouvernement avec une vision à la fois hyper libertarienne, conservatrice, antidémocratique et autoritaire. Donc, c'est en fait cette vision du monde de la Silicon Valley qui est mélangée avec des idées d'extrême droite, qui est mélangée avec la radicalisation de Trump de son côté, qui fait en sorte que ça fait une forme de constellation vraiment bizarre. Et c'est à peu près ça, en fait, pour moi, qui est le plus inquiétant, qui met en place une configuration qu'on n'aurait même pas pu prédire il y a 4-5 ans environ. Il y a quelque chose de nouveau, d'inédit qui est en train d'arriver. Donc, les élites se radicalisent et dans le cas de Musk, c'est assez public, merci. Ça va être un cas d'analyse extraordinaire dans le futur. Cet homme, le plus riche du monde, qui a acheté un réseau social et dont on a pu assister à la radicalisation en temps réel à coup de 30 tweets par jour. Ayant maintenant atteint sa forme finale, Musk a lancé quelques saluts nazis à l'inauguration du président en janvier et pour le remercier, Trump lui a confié un projet très important. Retour sur investissement pour l'homme le plus riche de la planète. Après les 100 millions de dollars dépensés pour la campagne de Donald Trump, Elon Musk entre au gouvernement américain, nommé à la tête d'un nouveau ministère, celui de l'efficacité gouvernementale. Le 47e président des États-Unis lui a fixé des objectifs clairs. Démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Le nom du nouveau département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE, c'est le même nom
que la crypto-monnaie qui est beaucoup promue, financée par Elon Musk notamment, et même sur un site parallèle qui n'est pas le site du Doge, il y a comme un site web qui est différent mais qui ressemble, on peut acheter des Dogecoins. Donc il y a même la volonté, même le nom du département qui sert à couper dans la bureaucratie, à mettre à pied des milliers de fonctionnaires. C'est en même temps un genre d'outil de promotion de la crypto-monnaie. Donc ça, on voit ça de voir, OK, on voit que ça ne joue pas juste un rôle accessoire. Eux veulent le mettre de l'avant. Et lorsque Trump a été élu, notamment, on a vu justement la valeur du Bitcoin, du Doge et autres choses vraiment grimper. Il y avait une bulle déjà autour de 2021, au début de la pandémie. On se souvient avec les NFT, avec les crypto-monnaies, il y avait tout un buzz médiatique en fait. Les gens se lançaient dans ça comme une voie pour faire de l'argent. C'est une bulle qui a explosé, qui s'est effondrée. Il reste encore quelques crypto-monnaies ici et là, dont le Doge, dont le Bitcoin. Mais là, actuellement, on sent qu'avec ces milliardaires qui sont des fans de crypto, des fois aussi on en parle en fait du phénomène des tech bros, des crypto bros, donc c'est une expression un peu la Silicon Valley pour dire c'est souvent des hommes assez riches d'un certain âge. Il y a quelques femmes dans le milieu, mais ils sont vraiment minoritaires. Et ces crypto bros mettent de l'avant l'image que les crypto-monnaies, c'est synonyme de liberté, de force de vérité, c'est capable de remplacer l'économie actuelle. Et là, ce qui arrive en fait, c'est que les hommes en fait qui font activement la promotion de la crypto-monnaie sont très proches du pouvoir. Il y a une autre figure aussi qui a été nommée par Trump qui s'appelle David Sachs, lui qui a été nommé le tsar des crypto-monnaies et de l'IA. Donc, de toute façon, du tsar, on sait que maintenant, en fait, c'est une expression qui est employée par Trump, puis même qu'on commence à reprendre ici au Canada avec le tsar du fentanyl. Mais de son côté, en fait, David Sachs, lui, fait la promotion des crypto-monnaies depuis très, très longtemps. C'est un hyper conservateur. Et donc, ils vont trouver des moyens de favoriser l'instauration de la crypto-monnaie, ou qui sait peut-être soit peut-être payer des taxes et impôts auprès du gouvernement, ou essayer d'introduire les systèmes de crypto-monnaie pour essayer de les normaliser, légitimer, les rendre accessibles un peu pour le plus grand nombre. Et pour eux, en fait, comme c'est un outil essentiellement d'enrichissement, de spéculation financière actuellement, ils vont trouver là peut-être un moyen de s'enrichir directement. Donc, je résume. Le département d'efficacité gouvernementale américain est chapeauté par Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui a donné 100 millions de dollars pour l'élection du président qui vient de le nommer à la tête du département d'efficacité gouvernementale. C'est pas mal efficace, ça. La façon de procéder du nouveau département est très efficace aussi. Une petite équipe d'adolescents hackers, sous les ordres de l'homme le plus riche du monde, s'autorise l'accès aux serveurs du gouvernement et utilise l'intelligence artificielle pour traiter les millions de données et identifier l'inefficacité. Une fois que le tour de magie est terminé, on met la hache dans les dépenses fédérales approuvées par le Congrès, on coupe dans des programmes sociaux et on met à pied des employés de l'État en masse. Et ce nouveau département porte le même nom qu'une crypto-monnaie mise de l'avant par ce même Elon Musk. Il y a comme quelque chose qui se trame ici, mais quoi? C'est du classique technofascisme. Parce que oui, on utilise une technologie, ici l'intelligence artificielle, pour démanteler l'État et centraliser le pouvoir. Là, petite parenthèse, il y aurait un épisode complet à faire sur l'intelligence artificielle, qui en passant n'est vraiment pas de l'intelligence artificielle, et le simple fait qu'on appelle ça de l'intelligence artificielle démontre bien que l'intelligence est plus présente dans le marketing que la machine. Et pourquoi c'est important ça? Parce que de présenter des algorithmes de prédictibilité comme une intelligence non biaisée aide beaucoup à rendre légitime son utilisation pour des tâches comme identifier l'inefficacité, distribuer des ressources ou trouver des solutions. Si on croit à une intelligence non humaine, on croit aussi qu'elle serait plus objective et donc plus compétente que les humains pour accomplir ce genre de tâches. Mais si on comprend que ce qu'on appelle intelligence artificielle est en fait une collection d'algorithmes de prédiction développés par des humains, on comprend que les grands menteurs sont aussi de grands magiciens. Mais là, un instant. OK pour la techno, mais si c'est vraiment du techno-fascisme tout ça, il est où le fascisme? Franchement, la gang, tout le monde le sait, le fascisme est à Trump Gaza. Donald's coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Ce qui se passe avec la bande de Gaza, avec Israël. Israël, le gouvernement à l'heure actuelle, avec Benjamin Netanyahou,
Et son gouvernement de coalition, il est littéralement avec des courants d'extrême droite, avec des sionistes religieux qui veulent restaurer le grand Israël, des gens qui croient que les Palestiniens n'ont aucun droit, qui doivent disparaître en fait de la carte complètement. Et là, en fait, ce qui s'est mis en place depuis le 7 octobre 2023, c'est à la fois des crimes de guerre, du nettoyage ethnique, du génocide et le respect techno-fasciste qui s'est mis en place aussi, c'est qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour automatiser des cibles militaires, en fait, en plus. Il y avait déjà des systèmes de contrôle. Il y a tout un complexe militaro-industriel où le secteur numérique, qui se passe du côté d'Israël, qui était déjà hyper dynamique depuis environ une vingtaine d'années, faisant en sorte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient leur service militaire obligatoire en Israël. Il y allait du côté des industries numériques, des entreprises privées, qui allaient travailler vers le gouvernement, leur ministère du renseignement, et il y avait ce complexe militaro-industriel qui développait des technologies de pointe, de contrôle des populations du côté de la Cisjordanie, de Gaza et autres. Et en fait, Israël est une des premières puissances mondiales du point de vue de l'intelligence artificielle, des technologies de surveillance et autres. Ils sont en train, en fait, d'exporter aussi, ils ont déjà commencé à le faire, à vendre leurs différentes avancées technologiques, systèmes de surveillance, des trucs d'IA militaires aux États-Unis, à différents pays, que ce soit des démocraties libérales, que ce soit des pays autoritaires, dictatoriaux et autres. Et ce qu'on a vu à Gaza, en fait, la mise en place d'un système d'extermination de masse, en fait, à grande échelle. Et puis, si on reprend la typologie d'un historien, en fait, qui a travaillé sur les courants d'extrême droite, fascisme et autres, son nom, c'est Robert O. Paxton, P-A-X-T-O-N. Il a dit, en fait, que le fascisme se met en 5 phases, en fait. La première phase, c'est la phase d'émergence. Deuxième phase, l'enracinement des idées dans la société civile, les médias, compagnie. La phase numéro 3, c'est la prise du pouvoir. Puis ça, je pense que du côté des États-Unis, c'est ce qu'on est en train de vivre. On est dans la phase 3, en fait. Okay. On est là. La phase 4, c'est la radicalisation de ce régime et la phase de mise en place de différentes choses. Et la phase 5, c'est comme la phase ultime qui est soit une phase d'entropie où le système va dégénérer, s'effondrer de lui-même, parce que c'est un régime généralement qui est tellement destructeur que généralement, il va durer pendant un certain temps, puis après ça, ça va s'effondrer, ça va s'écrouler, ou il va y avoir un renversement du pouvoir ou autre chose. Ou sinon, c'est la phase de la radicalisation finale, où là, le régime devient littéralement génocidaire, meurtrier et autres. Et ce qu'on a pu voir, notamment avec Hitler à l'époque, en 1938-39, lorsqu'il a mis en place la solution finale, c'est que là, le régime en place était rendu au stade 5. Et là, je pense que ce qu'on a vu avec la bande de Gaza, avec Israël, avec le coup qui a été fait, certes, en fait, je pense que l'attaque du Hamas a créé un choc de terreur, ça a été extrêmement terrible, puis il faut dénoncer ce qui a été fait, mais ça a servi de prétexte pour Israël de passer de l'étape 4 à l'étape 5 et ils ont vraiment mis en place un régime technofascisme génocidaire. Gaza est bien avancé dans la phase 5 du fascisme. Les États-Unis entrent dans la phase 3. Sinon, vous autres, comment ça va? Mais pour mieux comprendre le lien entre la crypto-monnaie, l'intelligence artificielle, les technologies de surveillance, les coupures massives dans l'appareil étatique, les milliardaires, le nationalisme et les génocides, allons regarder les poupées avec lesquelles le magicien aime bien jouer. La première poupée, J.D. Vance. Parlons d'abord du vice-président des États-Unis, le très déshonorable Jim David Vance, un homme qui, un peu comme une poupée russe, contient des multitudes. Past comments that you've made about Donald Trump. You've said, I'm a never Trump guy, never liked him, terrible candidate, idiot if you voted for him, might be America's Hitler, might be a cynical a-hole, cultural heroine, noxious and reprehensible. I was wrong about Donald Trump. I didn't think he was going to be a good president, Brett. He was a great president. Comme on dit, il y a juste les fous qui changent pas d'idée, mais il y a juste les crosseurs qui changent d'idée à ce point-là. En quelques années seulement, Jim est passé de Trump et comparable à Hitler à voter pour Hitler. On est ici devant un homme sans principe, un arriviste, un prêt-à-tout, un corruptible. Et à l'époque du big money en politique, tous les corruptibles sont corrompus. Et ça, c'est toujours facile à confirmer, il suffit de suivre l'argent. Alors dites-moi, quel gros portefeuille se cache à l'intérieur de Jim David? La deuxième poupée, Peter Thiel. Peter Thiel a donné 15 millions de dollars à la campagne pour le Sénat de Jim David en 2022.
15 millions, ça change pas le monde. Sauf que... Qui est Peter Thiel? Peter Thiel est un techno-milliardaire, cofondateur de PayPal. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a rencontré Elon Musk, le techno-milliardaire, quand leurs deux compagnies, Coinfinity et X.com, ont fusionné pour devenir PayPal. Peter Thiel, le techno-milliardaire, siège aussi sur le conseil d'administration de Meta, la compagnie de Mark Zuckerberg, le techno-milliardaire. Peter Thiel, toujours techno-milliardaire mais apparemment insatiable, est aussi sur le conseil d'administration de Palantir Technologies. Bon, c'est quoi ça encore? Une autre affaire de techno-milliardaire, je te gage? Bon, attends une minute, on va aller voir ce que ça dit sur leur site web. Palantir Technologies est une entreprise de services et d'édition logicielle spécialisée dans l'analyse et la science des données, communément appelée Big Data. Leur logiciel utilise l'intelligence artificielle à des fins de sécurité, de surveillance et d'analyse des données à grande échelle. Exactement le genre de programme que, je sais pas, quelqu'un pourrait utiliser pour accélérer un génocide. You have a company like Palantir, which actually is cheering on the war. You know, they held their board meeting in Israel a few months after the war started because the CEO said he wanted to embarrass other supporters of Israel to come forward and vocally support the war. And then their founder, Peter Thiel, his PR guy must be an idiot, but he had him at one of those things where he's got to answer questions from students in the UK. And so they asked him, how did he feel about the fact that their software is being used to speed up targeting against civilians in Gaza? He said, well, you know, I don't really follow that so much. I mean, I sort of trust Israel to take care of that. I'm sure they're taking care. Oui, vous avez bien compris, la technologie de Palantir est utilisée par Israël pour faciliter son génocide en cours. Et en passant, si comme moi, vous n'êtes pas un nerd du Seigneur des Anneaux, vous savez peut-être pas d'où ça vient, le nom Palantir. Par chance, j'en connais un, moi, un nerd du Seigneur des Anneaux. Mais c'est vraiment fucké qu'il ait appelé sa compagnie Palantir parce que ça a le rapport à Lord of the Rings, ça. Ça, c'est comme le genre de boule de cristal que Sauron a, tu sais, qu'en fait, Saruman se sert. C'est comme ça qu'il arrive à voir où est l'anneau. En fait, là, Gandalf, quand il va chez Saruman, il voit « Asti, t'es un Palantir, Saruman, t'es viré fou! » Le Palantir, ça l'a tout corrompu, Saruman, puis c'est pour ça qu'il a viré un peu de l'autre bord, parce que lui, c'est un des genres de Ilúvatar, un genre de dieu, là. Il a comme été corrompu par le Palantir. Donc ça, c'est un outil de Sauron pour pouvoir espionner, en fait, les forces du bien, tu sais. Puis là, finalement, Pipin, il touche, puis là, Sauron, il fait « Oh mon Dieu, je suis le Hobbit, Gandalf, puis Aragorn, il est là. » Puis là, il fait « Oh non, le roi de Numénor est de retour! » OK, j'ai pas tout retenu, là, beaucoup d'informations, mais on me confirme que c'est inquiétant. Mais qu'est-ce qu'il veut, Peter Thiel, dans le fond? C'est quoi son but? C'est quoi sa vision? A new power is rising. Its victory is at hand. Peter Thiel veut la fin de la démocratie. Ben voyons donc. C'est pas moi qui le dis en passant, c'est Peter Thiel lui-même. Dans un texte publié en 2009 intitulé « L'éducation d'un libertarien », Peter Thiel écrit ceci. « I no longer believe that freedom and democracy are compatible. Je ne crois plus que la liberté et la démocratie sont compatibles. » Ça, c'est le genre de phrase impossible à citer hors contexte parce qu'il n'y a aucun contexte qui peut justifier ce genre de phrase. C'est le genre de phrase qui est inquiétante quand n'importe qui la prononce. Mais la différence entre Peter Thiel et n'importe qui, c'est plusieurs milliards de dollars pour essayer de la réaliser. Maintenant, j'ai une question hypothétique pour vous. Si, par exemple, quelqu'un qui ne croit pas au go-kart payait 15 millions de dollars pour acheter la piste de go-kart, pensez-vous que ce serait pour améliorer la piste de go-kart? Oh non. Bientôt, c'est bye-bye la piste de go-kart. Probablement remplacée par des condos et aucun go-kart. Juste pour être certain qu'on se comprend, Peter Thiel, il croit pas à ça, le go-kart. Mais il vient d'acheter la piste de go-kart. Sauf que dans son cas, la piste de go-kart, c'est la démocratie. Et si vous pensez que Peter Thiel est le seul techno-milliardaire qui pense comme ça, j'ai des mauvaises nouvelles. Et ça, je sais, ça sonne un peu dingo, mais ce n'est pas une théorie de conspiration. Voulez-vous savoir pourquoi ce n'est pas une théorie de conspiration? Parce que tous ces gens en parlent ouvertement sans arrêt. There are certainly certain parallels in the U.S. in the 2020s to Germany in the 1920s, where, liberalism is exhausted,
one suspects that democracy, whatever that means, is exhausted, and that we have to ask some questions very far outside the Overton window. Et en les écoutant parler, on se rend compte assez rapidement que la plupart de leurs idées nous mènent directement à notre dernière poupée, celle qui est à l'intérieur de Peter Thiel, qui est lui-même à l'intérieur de J.D. Vance, et j'ai nommé notre plus petite poupée, Curtis Yarvin. Curtis Yarvin, ça se peut que vous ayez jamais entendu ce nom-là, parce qu'il est moins connu du grand public. C'est pas un techno-milliardaire, c'est pas un politicien, je suis pas certain qu'il a participé au Ice Bucket Challenge. C'est juste un blogueur d'extrême droite qui, pendant des années, s'est exprimé sous le pseudonyme Mencius Moldbug dans les recoins très à droite de l'Internet. Mais avec le temps, il a gagné en popularité. Pas plus tard que le mois passé, Yarvin était invité au podcast du New York Times. Voyez d'abord comment on nous le présente. For years, Curtis Yarvin had been writing online about political theory and relative obscurity. His ideas were pretty extreme, that institutions at the heart of American intellectual life, like the mainstream media and academia, need to be dissolved. He also believes that government bureaucracy should be radically gutted, and that American democracy should be replaced by what he calls a monarchy run by a CEO. Monarch is good, it's a neutral term. Depuis 2007, Yarvin s'occupe à jeter les bases d'une nouvelle philosophie qu'on appelle le mouvement néo-réactionnaire. Cette idéologie, Yarvin la définit comme l'union de deux grandes forces, l'esprit d'ingénierie moderne et la pensée prédémocratique de l'Antiquité, de la période classique et de l'ère victorienne. Donc, Terminator 2, mais à Versailles. Citation. Curtis Yarvin imagine une société où les chefs d'entreprise du numérique règnent en maître absolu des destinées du monde, où les citoyens ordinaires sont dépossédés de leurs droits et où les individus jugés non productifs sont enfermés dans des caves, distraits par une réalité virtuelle. Un genre de techno-monarchisme, si vous voulez, et même si vous voulez pas, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est quoi le rapport avec Peter Thiel et J.D. Vance? But while Yarvin himself may still be obscure, his ideas are not. Vice President-elect J.D. Vance has alluded to his notions of forcibly ridding American institutions of so-called wokeism. And Yarvin has also found fans in the most powerful and increasingly political ranks of Silicon Valley. Ah, OK, c'est ça le rapport. Les idées de Yarvin sont devenues très populaires auprès des frérots techno, communément appelés Tech Bros, et cet intérêt s'est rendu jusqu'aux plus hauts échelons du pouvoir de la Silicon Valley. Mais justement, c'est quoi les idées de Yarvin exactement? Je veux dire concrètement, qu'est-ce qu'il propose pour arriver au techno-monarchisme? Voici un exemple qui pourrait nous éclairer. En 2012, Yarvin a donné une conférence intitulée « How to Reboot the American Government », comment redémarrer le gouvernement américain. La conférence en question est en ligne. Si vous voulez, vous pouvez aller l'écouter. Ça dure 18 minutes et le son est dégueulasse. En gros, il nous explique pourquoi la démocratie, ça fonctionne pas et que le gouvernement est comme une grosse corporation non rentable qui devrait faire faillite. Ce qu'il propose pour reboot le gouvernement, c'est une approche qu'il appelle RAGE, un acronyme de 4 lettres qui signifie « Retire All Government Employees », mettre à la porte tous les employés du gouvernement. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose d'autre qui a un acronyme de 4 lettres? Eh oui! DOGE, le nouveau département américain dirigé par Elon Musk. Commencez-vous à comprendre où on s'en va? Ils sont en train d'installer le programme d'opération du technofascisme dans le système. Et quand le téléchargement va être terminé, ils vont reboot la société. Chapitre 3, le monde de ruines. Je vous l'ai dit au début de l'épisode, la grande force de Final Fantasy III, c'est son histoire. Et le plus grand revirement de cette histoire se passe après une quinzaine d'heures de jeu. Pendant ces 15 heures-là, on visite le monde d'équilibre, on découvre des nouveaux endroits, on rencontre des nouveaux personnages. Certains d'entre eux vont se joindre à nous dans notre combat contre l'Empire. Ensemble, on bat des soldats, on tue des monstres, on sauve des gens, on libère des villes et on devient plus fort. Éventuellement, notre aventure nous mène jusqu'au continent flottant. Oui, mesdames et messieurs, il y a une île qui flotte dans le ciel maintenant. Tu trouves ça weird? Ben nous autres, bientôt, on va avoir des villes dans le fond de l'eau. Mais une fois rendus sur le continent flottant, l'ambiance change. La musique devient plus stressante. On sent que la fin approche. On va bientôt affronter l'empereur Gestahl. Mais juste comme on arrive pour se battre contre l'empereur, le techno-fasciste Kefka nous dame le pion, tue l'empereur et fait exploser le monde d'équilibre.
Gestalt est mort, Kefka est maintenant aux commandes, le monde d'équilibre change de nom pour le monde de ruines et toute notre équipe se retrouve éparpillée un peu partout. Et là, la musique devient super déprimante. Ça ment pas, tout va très très mal. En résumé, on a perdu. Ce qui est frappant dans la trahison de Kefka, c'est à quel point on l'a pas vu venir. Nous, on se battait contre l'Empire gestalien et Kefka en faisait partie, ou en tout cas, c'est ce qu'on croyait. Gestalt et Kefka s'entendaient sur une chose, la domination. La différence, c'est que Gestalt était plutôt à l'aise avec le statu quo, tandis que Kefka était prête à détruire le monde pour le posséder. Ça résume bien la différence entre les capitalistes et les fascistes. Les deux sont mauvais pour nous, mais il y en a quand même un qui est objectivement pire. L'ennemi de ton ennemi n'est pas nécessairement ton ami. Mais là, trop tard! Maman! C'est fini! Ben non, c'est pas fini. C'est ça la grosse twist. C'est pas la fin du jeu, ça. On est juste rendu au milieu de l'histoire. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que les gens ne s'attendaient pas à vivre un coup d'État au démantèlement des institutions, la démocratie libérale qui était bien imparfaite, qui était très oligarchique, qui avait plein de problèmes avec ça, mais de se transformer en l'espace de quelques semaines en un nouveau régime que là, on n'est pas encore entièrement dedans, on ne sait pas vers où ça va aller, à quelle vitesse, à quel niveau d'intensité, mais se rendre peut-être dans un régime qui est semblable à celui de Viktor Orban, qui est un très bon ami de Donald Trump, qui est en Hongrie, qui est un régime de démocratie libérale, donc il reste des institutions représentatives, mais il a supprimé beaucoup de contre-pouvoirs, il a réprimé la dissidence, puis c'est un régime hyper autoritaire. Voir dans d'autres pays comme Poutine, qui est un autre bon ami de Trump, et là on se dit, est-ce que les États-Unis vont devenir un peu comme la Russie, par exemple, un régime autoritaire? Et les gens, je pense que c'était pas dans la fenêtre de ce qui était envisageable, concevable, en fait. Les gens pouvaient même pas, même moi, en fait, imaginer, je m'imaginais pas que j'avais dit, OK, Trump va peut-être être élu, ça va aller mal, ah oui, il est de plus en plus à l'extrême droite, ça va pas bien aller. Mais même les gens qui anticipaient, je dirais, le pire, sont eux-mêmes dépassés par la vitesse des choses. Puis je pense que les gens actuellement, comme vous et moi, on est un peu dans une... OK, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a comme eu un choc sur la tête, on est un peu en état de sidération, on est un peu déboussolé, heureux, fâché, triste, en train de rire jaune face à ce qui se passe tellement que c'est absurde. Puis là, on n'a pas envisagé, je pense, dans notre vie, moi, personnellement, de vivre comment peut-être l'Autriche, à l'époque, avant qu'elle se fasse annexer par l'Allemagne d'Hitler, peut-être les Autrichiens à l'époque qui devaient avoir la chienne aussi vis-à-vis de ce qui se passe. Et là, moi, personnellement, je sais même pas comment agir, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour résister face à un régime autoritaire, impérialiste qui veut annexer d'autres pays? Puis je pense qu'il faut aller relire l'histoire, en fait. Comment, en France, il y a eu la résistance à l'époque. C'était quoi leur moyen d'action? Aujourd'hui, on est dans un autre univers, on utilise des outils numériques, c'est autre chose. Mais là, on va se dire, OK, mais comment on va résister à un régime autoritaire? Puis, je pense que ça, même les gens du centre, de la droite, de la gauche, n'avaient pas anticipé qu'on serait là en 2025. Puis, je pense que ça explique pourquoi les mobilisations commencent à naître, ça commence à popper, les gens s'indignent un peu dans les médias, mais on est complètement décalé face à l'ampleur de la situation. Puis c'est pour ça, je pense que ce qu'on est en train d'avoir comme discussion là, puis je pense que beaucoup d'autres discussions ont lieu dans des soupers de famille ou dans des salles de classe peut-être, ou dans d'autres endroits ici et là. En fait, il faut qu'on se trouve maintenant, OK, comment on fait concrètement, pratiquement pour réagir, pour créer un élan de solidarité avec les gens qui subissent les premiers coups de cette chose-là. Donc, je pense que maintenant, c'est le temps de pas nécessairement... disons, s'auto-flageller en disant on est coupable, ce qui nous arrive, on le méritait bien, puis maintenant il faut accepter ça. C'est plutôt de dire OK, mais là, il faut avoir une vision de solidarité, en fait, avec tous les peuples opprimés, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. On doit développer des alliances. Comment ces pays-là, et les peuples, les petites communautés qui ont dû subir ça, comment ils se sont organisés de leur côté pour limiter les dégâts, pour essayer de renverser les puissances. On a beaucoup essayé de s'inspirer, en fait, d'autres peuples dans le monde qui ont été opprimés
ou qui sont encore opprimés, en fait, à cause de nous, un peu indirectement, et comment on peut tisser des liens, des alliances concrètes. OK, c'est bon ça. Inspirons-nous des luttes des autres, comme par exemple celle du héros dans l'histoire de Final Fantasy III. Je vous ai beaucoup parlé des méchants dans le monde d'équilibre, mais pas beaucoup de notre héros. Et la raison est simple, c'est qu'il n'y a pas un héros dans Final Fantasy III. Il y en a plusieurs. Il y a un groupe de gens qui s'allient ensemble pour combattre un ennemi commun. C'est 15 personnages en tout qui viennent se joindre aux Revenants, notre groupe d'insurgés anarchistes, à un moment ou à un autre du jeu. Il y a Terra, l'enfant magique, bien sûr, mais aussi Locke, le voleur, Céleste, la chevalière Magitech, Edgar le roi, son frère rebelle Sabine, Cyan, le samouraï, Mog, je sais pas c'est quoi Mog. Mog, là, il danse comme tu n'as jamais vu danser. Sans oublier Go, Gogo, Strago, Relm, Setzer, Umaro, Shadow et son chien Interceptor. Ce que tous ces personnages-là ont en commun, c'est presque rien. Il y en a qui sont riches, d'autres qui sont pauvres. Il y a un vieux, des jeunes, un roi, un enfant de la forêt, un gambler, une créature qui danse, un voleur, un samouraï, un ninja et son chien. Mais ils sont tous capables de passer par-dessus leurs différences, par-dessus leurs divergences d'opinion. Ils sont capables de reconnaître qu'au-delà de ce qui les divise, il y a une idée qui les unit tous. Et cette idée-là, c'est d'être anti-empire, anti-Kefka. En gros, antifasciste. Et ce qui est très clair en regardant notre groupe, c'est que c'est vraiment pas tout le monde qui est une machine à tuer. Je vous rappelle que le pouvoir de Mog, c'est la danse. Mais une révolution, c'est pas juste une lutte armée. C'est de résister à une réalité qu'on essaie de nous imposer. C'est un combat de tous les instants. Et pour ça, on a besoin de tout. On a besoin de manger, de dormir, de s'occuper des enfants, de se communiquer l'information, de faire pousser des légumes, de réparer les toits, de rire, de panser les blessures et même de danser. On a besoin de tout. J'ai besoin d'un homme, j'ai besoin d'un chum. Et oui, aussi, des fois, on a besoin, entre autres, de combattants armés. Parce que la résistance non violente a ses limites. C'est pas comme si on n'avait pas essayé de discuter avec Kefka. Lui, il pourrait déposer les armes à tout moment et éviter la violence, mais il veut rien entendre et persiste à vouloir nous tuer. Ne pas répondre à la violence de Kefka par la violence, ça implique qu'on meure. Alors, si certains d'entre nous sont prêts à utiliser la force pour nous défendre, on ne va jamais condamner cette violence. On est capable de reconnaître qu'elle est inévitable et révolutionnaire. Elle est avant tout un acte d'amour et de légitime défense. Je parle dans Final Fantasy III, là, n'est-ce pas? Oh yeah! Ce que je crois qu'on doit faire, c'est essayer de créer des liens de résistance en se limitant pas à nos groupes habituels. Comme je pense que ça a été dit, avec notre classe politique actuelle, je pense qu'elle est un peu déconnectée de ce qui se passe. Mais aussi dans nos groupes, on ne peut pas se limiter à des courants qu'on veut lutter contre, disons, les groupes d'extrême droite uniquement par des discours sur les médias sociaux, des contre-manifestations contre des groupuscules d'extrême droite. Il faut être capable, en fait, de créer différentes alliances larges. Et là, ça peut inclure à la fois des gens de la gauche, des gens qui sont des démocrates centristes, qui trouvent aussi que les choses ne tournent pas rond, même peut-être certains conservateurs modérés qu'on serait capable d'aller chercher parce qu'eux aussi voient que la tournure que ça prend, ces courants d'extrême droite, ils sont en train de liquider quelque chose d'extrêmement essentiel au vivre ensemble. Ce qu'il faut retenir de la lutte des revenants, c'est de ne pas attendre un héros. Nous sommes les héros de notre histoire. Malheureusement, c'est un mythe très présent dans notre fiction, le héros, celui qui nous sauve, celui qui nous protège, celui qui réussit à vaincre le vilain. Et même si on sait que Superman, il n'existe pas, on reproduit ce schéma de pensée très désengageant que d'attendre un héros qui règle tout à notre place. Voici d'ailleurs vos deux choix de héros dans la réalité canadienne du moment. Mark Carney, le banquier central, ou Pierre Poilièvre, le conservateur. Tabarouette, on se sent entre bonnes mains. Il y a comme quelque chose que Trump est en train de faire, mais que je dirais que nos propres élites économiques, politiques font un peu au Canada, Québec, c'est la stratégie du choc. Donc, il y a une crise, mais pendant qu'il y a une crise, les gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont des intérêts à faire passer des projets qui sont impopulaires ou qui vont davantage favoriser leur pouvoir, leur influence, ils vont all-in.
il en profite puis il pitch des idées qui étaient mises de côté depuis un bout de temps, qui avaient été soit critiquées, débattues et enlevées de ce qui était acceptable socialement pour dire « Ah, mais là, il faut recréer l'unité canadienne, on va ramener du libre-échange, on va ramener des projets d'oléoduc, on va baisser la taxe sur les riches, on va enlever la taxe carbone. » Et là, ils sont en train d'appliquer en fait le programme économique de Trump sur différents trucs, ou un programme économique qui profite à la classe dirigeante dominante aux plus riches. Les politiciens ne vont pas nous sauver. Rappelez-vous, on est pris entre les capitalistes et les fascistes. Les capitalistes ne veulent pas nous aider contre les fascistes, ils veulent protéger leurs intérêts. Un bon exemple, c'est l'Ukraine. La situation actuelle est difficile à réconcilier. D'un côté, on a la Russie, un pays qui agresse l'Ukraine pour des territoires et des ressources, et de l'autre côté de la tranchée, jusqu'à très récemment, on avait les États-Unis qui, avec l'Union européenne, défendaient leurs intérêts financiers en appuyant l'Ukraine militairement. Et là, tout d'un coup, on a Trump qui change de stratégie et qui dit vouloir la paix quand, au final, c'est plutôt qu'il est prêt à laisser l'Ukraine capituler devant l'agresseur ou lui donner un semblant de protection en échange de toutes ses ressources. Qui a raison là-dedans? Absolument personne. Et qui meurt pendant ce temps-là? Les Ukrainiens et les Russes. Trump, en fait, il est en train de démanteler en fait beaucoup d'institutions héritées en fait de l'ancien empire américain, on pourrait dire, qu'il avait mis en place. Et là, on est peut-être même sur le seuil d'une nouvelle guerre mondiale. Enfin, on ne le sait pas encore. Et on continue à agir comme si on n'était pas dans ce contexte-là. Je pense qu'on n'est pas préparé encore ou on n'a pas pris conscience de l'ampleur des choses. Donc, c'est pour ça que pour moi, en fait, la classe dirigeante, il ne faut pas y faire confiance. Il faut proposer des idées. Si on peut avoir certains alliés à gauche au niveau des institutions municipales, provinciales, fédérales, allons-y. Mais il ne faut pas attendre non plus que les représentants élus prennent la parole à notre place. La vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir un camp étatique. Je suis avec le peuple ukrainien et le peuple russe. Je suis avec tous ceux qui, comme moi, souhaitent vivre en harmonie et n'ont aucun intérêt à mourir pour que les grandes fortunes continuent de grandir. Et vous savez quoi? La plupart des gens veulent la même chose que moi. Première bonne nouvelle de l'épisode. Je vais le reformuler parce que ça fait du bien de l'entendre. La plupart des gens ne sont pas fascistes. Nos grands-parents, c'était pas des woke, et la majorité d'entre eux étaient farouchement antifascistes. Es-tu en train de me dire que t'es moins woke que ton grand-père? Mes vieilles oreilles. Oh. Si on veut reprendre le pouvoir dans notre histoire, va falloir le faire ensemble. On a besoin de coopération, d'entraide et de communauté. Il faut commencer à se rassembler, à se parler, il faut se joindre à des organisations locales, il faut en créer d'autres, il faut identifier les collabos et les exclure de nos réseaux, il faut changer quelque chose dans l'air ambiant. La situation actuelle n'est pas acceptable, donc il ne faut pas l'accepter. Il faut tout de suite tomber dans l'action, aussi imparfaite soit-elle, et mettre en pause nos divergences qui ne sont pas irréconciliables. En gros, c'est le temps d'être activement antifasciste. Mais là, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de solution miracle. Je pense un des pièges que Québec solidaire vit actuellement, qui est un piège que beaucoup de courants de gauche vivent à travers le monde, c'est qu'on essaie d'être crédible d'un point de vue économique ou dans le discours dominant. De dire qu'on joue bien les règles du jeu, qu'on n'est pas des gens extrémistes, radicaux, marginaux, on est des gens rigoureux, sérieux. Voici des projets concrets, voici des faits, voici des choses qui vont aider concrètement la vie des gens. Ça, je pense que c'est un des ingrédients qu'on peut avoir. C'est un des discours qui permet de rejoindre une certaine frange de la population. Mais si on agit juste avec des bouts de programme qui s'adressent à des micro-publics cibles basés sur des stratégies électorales en disant, bon, on va s'adresser à tel groupe avec tel projet concret, et qu'on n'a pas de capacité à inspirer les gens, à créer un rêve, à jouer au niveau de ce qui est l'ordre de ce qui est affectif, existentiel. On ne joue pas au niveau du mythe, on est juste dans des micro-programmes qui sont bien chiffrés, qui vont répondre à des problèmes concrets, puis on est dans une approche très rationnelle et désincarnée. Si on a ça, d'après moi, on va perdre. Parce que, comme tu dis, la droite ne joue pas à ce niveau-là. Ils vont jouer sur les peurs, sur les craintes, ils vont jouer sur le mépris des riches, des élites, ils vont jouer sur le sentiment de ressentiment à l'endroit de la bourgeoisie libérale woke et autres. Ils vont jouer aussi sur le sentiment patriotique, sur le fait d'aimer sa patrie, de vouloir protéger son pays.
qui peut être un sentiment très noble aussi, mais là, ça dépend comment on le met en place. On dit que protéger son pays, c'est d'expulser les immigrants. Là, hop, ils sont en train d'instrumentaliser ce sentiment-là patriotique pour leur virer dans un sens qui est un peu dangereux, mais ils jouent sur ces leviers affectifs. Puis je pense que la gauche, qu'elle soit une gauche électorale parlementaire ou la gauche de la rue, la gauche des mouvements sociaux, du groupe communautaire, la gauche anarchiste, écolo, on doit jouer aussi sur le registre affectif, non pas nécessairement pour vendre de la propagande, répondre des fausses nouvelles et ainsi de suite, mais pour mobiliser les gens, inspirer les gens et le dire, en fait, que même à la limite, si le grand discours du progrès social, que ça va bien aller dans le monde, ça, c'est un discours qui ne tient plus vraiment face à ce qui se passe, mais qu'on soit capable quand même d'offrir un projet qui inspire, qui parle aux gens. Au niveau politique, à tous les échelons, peu importe qui se retrouve au pouvoir, ça ne sera pas assez. Il va falloir les talonner avec des demandes précises, comme par exemple définancer et démilitariser la police, refinancer massivement l'éducation, la santé et le communautaire, exiger le vote proportionnel, rendre le lobbying public, augmenter drastiquement les peines pour les crimes de col blanc comme la corruption, interdire Airbnb et changer l'échelle d'imposition. D'ailleurs, je vous en propose une nouvelle échelle d'imposition. Dites-moi ce que vous en pensez. Entre 0 et 50 000 $ de revenus par année, tu payes 0 % d'impôt. Entre 50 000 et 100 000, tu payes 15 %. Entre 100 000 et 150 000, tu payes 20 %. Et on continue comme ça jusqu'à 1 milliard. Si tu fais 1 milliard de dollars par année, tu payes 90 % d'impôts. Il te reste quand même 100 millions, fait que ta gueule. En gros, ce que je propose, c'est des baisses d'impôts pour tout le monde, sauf les grandes fortunes. Juste vous dire, au Canada, en 2020, il y a seulement 5 % des gens qui ont fait plus que 150 000 $. Et avec cette nouvelle échelle, même eux auraient une baisse d'impôts. C'est fou, hein? Personnellement, je me fais pas d'idée sur la classe politique. Je pense qu'avec eux, on est fucked. Et je suis pas certain que d'investir de l'énergie dans les manifestations pacifiques et les tentatives de réforme valent la peine. Par contre, j'offre mon appui à tous ceux qui vont choisir cette façon-là de combattre. C'est plus le temps de chercher la solution, c'est le temps de tout essayer en même temps. Parce que nous aussi, on est capable de leur faire vivre le choc. Mais comme le dit Jonathan, il va aussi falloir trouver un projet rassembleur pour compétitionner avec le mythe de l'ultranationalisme palingénétique de la droite fasciste. L'ultranationalisme palingénétique, c'est de croire que notre nation était grandiose avant que telle ou telle chose ne la change pour le pire. Dans notre cas, on parle des immigrants, des trans et des woke. L'ultranationalisme palingénétique nous dit « Réglons ces problèmes et notre nation redeviendra grandiose ». We will make America powerful again. We will make America wealthy again. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. Ce mythe-là fonctionne bien parce qu'il est simple, il fait appel à la colère qui n'est pas toujours sans validité d'ailleurs, sauf qu'ici, on la redirige vers les mauvaises cibles. Et ça fonctionne très bien parce que la majorité ne fait pas partie des groupes visés. Mais vous pensez qu'il arrive quoi une fois qu'on a arrêté tous les trans, qu'on a mis en prison tous les woke, qu'on a déporté tous les immigrants? Aujourd'hui, vous pensez faire partie de la majorité. C'est pas après vous qu'on lâche les chiens. Mais demain, on dira que vous êtes un communiste, un artiste, une mère monoparentale, un demi-italien, un habitant du mauvais quartier. En gros, vous êtes next dans l'ambulance. In Germany, they came first for the communists. And I didn't speak up because I wasn't a communist. Then they came for the Jews. And I didn't speak up because I wasn't a Jew. Then they came for the trade unionists. And I didn't speak up because I wasn't a trade unionist. Then they came for the Catholics. And I didn't speak up because I was a Protestant. Then they came for me. And by that time, nobody was left to speak up. On a tous déjà entendu ce poème de Martin Niemöller. Ce qui est intéressant, c'est de réaliser que cet homme-là était d'abord un nazi. Alors, si vous pensez que d'appuyer les fascistes, ne serait-ce qu'en restant silencieux, va vous sauver de quelconque représailles, je vous souhaite bonne chance, mais je donne pas cher de votre peau.
Les médias sont censés être un important contre-pouvoir. Malheureusement, tous les grands médias sont possédés par des riches et même notre diffuseur public est décevant par moments. Saviez-vous que pour tous les animateurs de Radio-Canada, il est non seulement interdit d'utiliser le mot génocide en ondes, mais aussi dans leur vie privée? Ça explique d'ailleurs pourquoi certaines personnes pensent qu'il y a une guerre en Palestine. It's false. No way. Not this time. Not this time. No, not this time. It's totally made up. Pure fiction. It's fiction. It's fiction. We made it up. We made this one up. It's a made-up tale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les médias? Plein de choses. Refinancer le diffuseur public et renforcer son autonomie face aux politiques. Soutenir le journalisme indépendant. D'ailleurs, voici un message de nos commanditaires. Hey, salut tout le monde, c'est moi Philippe. Si vous aimez notre contenu, abonnez-vous. On a 0 commanditaire corporatif et on reçoit 0 subvention. Ce qui permet à notre contenu d'exister, c'est le public qui nous donne quelques dollars par mois sur Patreon. Merci et bonne fin d'épisode tout le monde. Maintenant de retour à votre sélection. Et dernièrement, pour les médias, pourquoi ne pas exiger le cordon sanitaire comme en Belgique francophone? Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Mais en fait, Chez nous pas, par exemple. Pardon? Chez nous pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire, on ne donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. C'est quelque chose qui existe chez nous. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite, on l'a beaucoup de l'autre côté du pays, du côté flamand. Oui, mais donc ça veut dire qu'à partir du moment où... En fait, ça veut dire que vous donnez pas la parole à tout le monde, à tous les, pas à tous les avis. Tout à fait. Et donc en fait, c'est une volonté politique. Oui, tout à fait, et médiatique. Donc, pas d'extrême droite dans les médias, pas d'extrême droite dans les urnes. Fascinant. Puis pour la techno, on fait quoi? Peut-être en discutant entre nous, moins utiliser les grands réseaux sociaux numériques comme Messenger, WhatsApp, compagnie. Utiliser plutôt des applications comme Signal, par exemple, qui sont vraiment cryptées, protégées, c'est autre chose. Et on doit vraiment préparer au pire, en fait. Se désabonner et ne pas utiliser les Netflix, Spotify, Amazon, c'est sûr que c'est souhaitable. Profitez-en pour découvrir le streaming illégal et utilisez votre argent pour encourager d'autres genres de contenus plus niches, moins centralisés. On ne sera pas tous capables ou disposés à faire tout ça. Et ça ne sert à rien de se juger les uns les autres. Faites votre possible et restez ouverts au changement. Individuellement, il faut absolument arrêter d'être cynique et défaitiste. Il faut sortir de notre isolement social, soutenir les luttes des autres, et c'est aussi le temps de radicaliser nos parents, nos amis, nos collègues. Et concrètement, je vous propose d'essayer quelque chose. Aider 2 personnes par semaine. Si tout le monde aide 2 personnes par semaine, il ne restera plus personne à aider la semaine prochaine. Le meilleur antidote au fascisme, c'est l'aide mutuelle. En sortant les gens de leur isolement, de leur sentiment d'impuissance et de leur situation précaire, on les protège en même temps de la propagande fasciste. Je vous l'ai dit tantôt, la plupart des gens veulent vivre en harmonie. Les gens, là, en général, ils veulent pas déporter les immigrants ou retirer des droits aux femmes et aux homosexuels. Ils veulent pas que ça soit des enfants qui préparent leur pizza ou réparent leurs souliers et ils veulent pas que leurs voisins se retrouvent dans la rue. Mais dans un monde où on est tous en compétition les uns contre les autres pour survivre, parfois la peur prend le dessus. Personne veut être la victime. Alors, aussi bien les autres, mais les autres, c'est nous. Il est à peu près temps qu'on s'en rende compte. En terminant, j'aimerais y aller d'une dernière bonne nouvelle. L'histoire se répète. C'est pas juste vrai pour le début des crises, ça vaut aussi pour leur fin. À la fin de Final Fantasy III, Kefka perd la bataille ultime. Parce qu'on est plus fort que lui, parce qu'on est plus que lui, parce qu'on n'abandonne pas et parce qu'on est solidaire. Et aussi parce que c'est un total loser. Les fascistes, c'est tous des losers et ils perdent tout le temps. On leur a survécu à plusieurs reprises et on va remporter la prochaine bataille aussi. Quelque part dans le futur, un soir d'été, on va tous être rassemblés pour regarder le ciel au moment où une fusée décolle en direction de la planète Mars avec, à l'intérieur de sa capsule, Elon Musk et sa chainsaw en or. On n'est pas méchants, nous. On réalise les rêves de tout le monde. Bye bye, Elon. Bye bye.
C'est le temps des remerciements avant que le monde s'effondre. Merci tout le monde. Merci beaucoup à Jonathan Durand-Folco. Allez le suivre partout. Allez le lire, il est en feu. Merci à moi aussi d'avoir passé autant de temps sur cet épisode. J'ai maintenant mal à la tête et je vais avoir besoin de quelques jours de congé. Namasté. Merci à Julien pour son excellent travail et son support quand je décide d'écrire 30 pages finalement parce que je suis pas capable d'arrêter. Et merci à tous nos abonnés. Ensemble, on est déjà un pas pire petit groupe d'insurgés. Il nous manque juste Illumina et le tour est joué. Et un merci tout spécial à nos royaux idiots qui payent 10$ par mois pour que je fasse l'analyse du néofascisme à travers la diégèse de Final Fantasy. C'est pas tout le monde qui veut ça, c'est pas tout le monde. Par contre, c'est Carl Ducas, Tom Chabot, Samuel Cossette, Marie-Ève Prévost, Petit Chapeau, Noémie Fortin, Alex Dagiovanni, Webphil, moi, Yves Legoun, Christian Duval, Marie-Christine Lechat, Fanny Collin, François-Guillaume Fournier, Michael Filion, Richard Trudel, Charlie-Anne Arsenault, Guillaume Paul, Christophe Lévesque-Rainville, Dominique Lano, Félix Ducharme, Éric Aurousseau, Cousin Machin, Sébastien Ponique-Beaulieu, Simon Janson, Justin Brault, James, Koalo Paul-Louis, François-Alexandre Larose, Xavier Rémillard, Simon Lasselle, Jim Bad, Maude Bérubé Saint-Denis, Poulet Provost, Charlie MB, Kevin Duchesne, Sea Life in Green, Une Marchandise, Sophie Junior Carrier, Éric Lauzon, William Brassard, Marie-Christine Lechat, Martin Donaldson, Xavier Lachapelle-Roy, Danny Gagnon, Benjamin Provencher, Martin Benoît, William Savard, Maxime Sauvage, Jean-Michel Berthiaume, François Chartier, Francis Doré, Jasmin, Olivier Groux, Olivier Hugo, Jimmy Bob, Sky Félix, Joli Cœur, Oscar Côté-Lapierre, Anaël Haché, Maxime Sabourin, Clem 69 420, Petit Boubou, Marilyn P, Jean-Philippe Ménard, Mario Pikachu, Kevin Brosseau, Joe Leclerc, Catherine Simard, Mathieu FC, Jonathan Paulin, Sam, Samuel Lesage, Jason Gauthier, Brovic, Benoît Plouffe, Julien Roussy, Chloé Leroux, Alexandre Girard, Goéland, Julien Millette, Sébastien Gilbert Lavoie, Dejo Cossette, Gabriel Lapierre, Mathieu Fournier, Julien Laumonier, Dino Lapine, Marie-Josée Tremblay, Patrick Roy, Sveit JMB, Jean-Michel Filion, Dave à -1, Pierre-Olivier Vallée, Marc Lecourt, Pénélope Boutin-Renaud, Jean-Christophe Bellil-Pipon, Ben et Joël, Impa Pulaire, Sucré Plaisir, Boubou, Simon Chamberlain, Alexandre Dubuc, Philippe Beauchamp, Jessie, Maryse Perron, Samuel Pravogne, Jean-Mathieu Chénier, Caroline Fournier, David Abbé, Guillaume Sauvé, Anthony Savoie, Sébastien Ménard, Félix-Antoine Jaudoin, Simon Giroir, Samuel Péloquin, Julie Beauregard, Alexandre Proux, Jérôme Turmel, Christian Bissonnette, JSDC et Nicolas Gauthier. Merci tout le monde et à la prochaine.